Mais on va aller parler à quelqu'un qui s'y connaît en détresse psychologique. Il est psychologue clinicien, il est auteur également du livre « Se donner le droit d'être malheureux ». Il s'agit de Marc-André Dufour. Bonjour, Monsieur Dufour. Oui, bonjour, M. Buis. Bonjour, Mme Lacasse. Bonjour. Je vous repose un peu ma question. Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. Pourquoi autant d'hommes au Québec souffrent en silence puis explosent? Ouais, puis je vous dirais, malheureusement, c'est pas seulement au Québec là. C'est que il y a encore beaucoup d'hommes, particulièrement dans cette tranche d'âge là, 40 ans et plus, 40 à 55 là, c'est la tranche d'âge là, qui se suicide le plus au Québec là, qui ont énormément de difficultés à tolérer les émotions douloureuses, à se sentir vulnérable, à se montrer vulnérable aussi. Parce que à partir du moment où on vit des épreuves, que ce soit une séparation, des problèmes d'emploi, des problèmes financiers, hein, dans la vie, malheureusement, les problèmes, c'est pas ça qui manque, là. Mm-hmm. Si on est seul avec ça et qu'on désire toujours maintenir une image de force, une image de performance, mais le jour où on est frappé par une situation difficile qui nous fait sentir triste, qui nous fait sentir vulnérable, si on se juge de vivre des émotions qui sont pourtant parfaitement humaines, si on a l'impression qu'on est un incapable, qu'on ajoute de la honte à tout ça, c'est comme si on arrosait un feu avec de l'essence. Mm. C'est que ce jugement-là qu'on porte sur nous-mêmes, qui dit « Ah, mon Dieu, je suis donc bien pas bon, je suis complètement nul, je vaux rien », fait en sorte que ça devient encore plus douloureux, et la honte fait en sorte que beaucoup d'hommes, malheureusement, qui vont s'isoler, qui vont rester seuls avec leur souffrance, alors qu'il y aurait énormément besoin du support de leur entourage. Mm. Puis une autre caractéristique aussi, souvent, chez certains hommes, disons, plus traditionnels, souvent la seule personne à qui ils vont se confier, ça va être le partenaire, ça va être leur blonde ou leur chum, mais c'est dans la sphère du couple que ça se passe. Ouais. Donc, les émotions sont partagées un peu, pas toujours, mais quand même dans cette sphère-là. Alors, dans un contexte de séparation, c'est comme si la personne perdait, évidemment, la personne qu'elle aime, mais en même temps, elle perd son réseau de support. Ouais. Parce que les hommes vont avoir plus de difficultés à s'asseoir avec une gang de chums puis à dire, écoute, moi ça va pas, puis particulièrement les hommes au niveau de cette génération-là, pour parler de leurs difficultés, ce qui ferait en sorte que lorsqu'ils vivraient une rupture, au moins il y aurait un réseau de support qui serait encore là pour eux. Monsieur Dufour, est-ce que, dans notre société au Québec, là, je vais pas parler pour toute la planète, là, mais est-ce qu'on éduque encore trop, dans le fond, nos jeunes garçons à être forts? Tu sais, un petit garçon, il faut que ça soit fort, puis il faut pas que ça pleure. Ouais. Est-ce qu'on a encore ça trop ancré dans notre société? Ben, il y a du progrès qui se fait parce que les adolescents d'aujourd'hui se suicident beaucoup moins que les adolescents des années 80. Donc, pour moi, ça, je vois ça comme étant un indicateur qu'on va dans le bon sens. Mais c'est tellement quelque chose qui est intégré sur le plan culturel que c'est des notions qu'on ne met pas nécessairement en question. Et oui, ça existe encore, là. Ben, voyons donc, pleure pas, puis ça donne rien de pleurer, puis t'as de la peine, puis relève-toi, puis continue. C'est comme si, avec les gars, souvent, on va encourager plus l'expression de la colère. OK, bon, ben, affirme-toi, vas-y, puis gêne-toi pas, puis il y a quelque chose de l'ordre de qui est plus qui est mieux vu. Fait que souvent on va avoir des garçons, des hommes, je veux dire des hommes qui sont fondamentalement tristes, qui ont vraiment de la peine parce qu'ils sont déçus, sont désillusionnés, il y avait des rêves, ils se voyaient à telle place, finalement c'est pas ça du tout qui se produit. Ils ont de la peine, sont tristes, mais compte tenu que c'est une émotion qui est tellement taboue, souvent cette tristesse-là va s'accumuler, puis au fil du temps, ça se mélange avec de la colère et ça se transforme en colère. Et puisque l'expression de la colère, elle semble être acceptable, on le voit dans les films, le gars qui donne un coup de poing sur la gueule, le gars qui fait une crise, le gars qui ça c'est correct ça. Ben quand tu as des quantités commerciales de tristesse d'accumuler, qui peuvent pas s'exprimer sous forme de tristesse, mais qui peuvent s'exprimer sous forme de colère, ben avec une quantité de même, la colère, des fois, ça fait des dégâts. Ah, et puis il y en a encore, M. Dufour, vous faites bien d'amener sur la colère, là, puis dans la culture populaire, dans les médias, c'est encore prôné, puis il y en a encore même dans les médias au Québec qui parlent de des mâles alpha, puis ci, puis ça, c'est comme ça, un mâle alpha. Ouais, c'est gros stéréotype. Ben oui. Un gros stéréotype qui est dangereux, puis un autre effet pervers de la colère, c'est que, naturellement, les êtres humains, là, de la manière qu'on est programmé comme espèce, là, lorsqu'on voit un autre membre de notre espèce qui a de la peine, là, hein, les larmes, les sourcils en accent circonflexe, là, notre cerveau, là, on appelle ça les neurones miroirs,
il va être porté à aller aider la personne qui exprime la tristesse. L'empathie, dans le fond, c'est ça? L'empathie, c'est exactement. Sur le modèle de base humain, là, en moyenne, on est programmé pour ressentir de l'empathie. Et on voit une personne qui est triste, on va être plus porté à aider. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a un homme, lui, qui est fondamentalement triste, mais que ça sort avec de l'irritabilité, avec du pétage de coche, avec des sacres, avec des coups envers les objets? Ben, ce que les gens, ils font, puis je les juge pas, ils s'éloignent. Parce que quand on voit une personne qui est en colère comme ça donne moins le goût d'aller l'aider. Mais alors qu'en fait, c'est la personne qui aurait peut-être encore le plus besoin. Puis les gars sont tellement soucieux de leur image aussi, qu'ils vont prendre tout leur petit change pour avoir l'air de quelque chose. Fait que ça donne des situations au bureau où ce qu'on sait que, mettons, Robert, il vit une séparation, mais il faisait des jokes à machine à café un matin. Il a l'air de bien aller. Il était là hier en réunion, puis il avait l'air correct. C'est un masque. Les masques, c'est le sujet du jour. On se fie beaucoup à de quoi a l'air l'autre, mais fiez-vous jamais à ça, parce que ça se peut qu'en arrivant à la maison, Robert, là, il soit cassé en 1000. Mais ça paraîtra pas. Fait que si vous savez que quelqu'un de votre entourage vit une difficulté, même s'il fait des jokes sur Facebook, même s'il a l'air d'avoir du fun, qu'il est en train de rénover je sais pas trop quoi chez lui, là, allez vers lui. Allez, écoute, j'ai su que tu vivais de quoi de difficile. Si tu veux m'en parler, je suis là, ça va me faire plaisir. Puis, n'hésitez pas trop de vos gros sabots. Hein. Des fois, vous pouvez l'aider à transporter quelque chose ou bien aller faire un sport. Et si on embarque trop dans les émotions tout de suite, des fois, les gars, ils ont peur. Fait que, allez-y de manière détournée, faites quelque chose ensemble et lors de cet événement-là, de cette activité-là, vérifiez vraiment avec l'autre comment ce qu'il va, comment ça se passe. Dans les bonnes nouvelles aussi, je pense, dans les dernières années, M. Dufour, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais il y a tout l'avènement de ces groupes d'hommes-là. Moi, j'en connais un, entre autres, qui était très réticent à aller discuter dans ces groupes-là, mais qui est allé et est revenu de là enchanté après quelques fois. Oui. Pas la première fois, mais après quelques fois. Non, pas la première fois. Ils sont là dans le parking, là, puis je veux dire, ils vont arracher le volant, là, tellement qu'ils sont stressés. Ils voient ça gros. Moi, je suis habitué de voir ça, là. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique, puis les gars, là, au début, là, mon Dieu, que c'est donc bien grave d'aller voir un psychologue. Puis après la première entrevue, j'ai dit, c'était ça, finalement, là. Déjà là, ça commence un peu à dégonfler tout ça. Puis ils finissent par comprendre là, que le cerveau, c'est des milliards de cellules. Le système nerveux, là, ça a des ramifications dans tout le corps. Fait que ta santé mentale, là, si t'en prends pas soin, que t'es complètement débalancé dans tout ça, ça n'a pas de bon sens ce que ça peut t'amener. Puis quand tu consultes un professionnel de la santé mentale, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il connecte son cerveau à lui, qui est pas complètement débordé, avec le tien, puis il regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, les gars, ils ont pas les mots. Moi, je trouve que des fois, c'est de l'analphabétisme émotionnel, là. Ils ont pas les mots. Il y a une coupe de sacre, mais à part ça, il y a pas tant de nuances que ça sur le plan émotionnel. Mais donc, quand t'as pas appris, de quelqu'un, c'est ça, ils l'ont pas appris. Tu peux pas l'exprimer. Raval. Ouais. C'est pas c'est quoi la tristesse, c'est pas c'est quoi de la honte, c'est pas c'est quoi de la culpabilité, tu prends pas le temps de le ressentir. Fait qu'avec une personne qui reflète, qui vraiment là met des mots, explique, ça aide à prendre énormément de recul. Puis des fois, ça aide à se rendre compte qu'on était rendu loin dans nos affaires, puis que la souffrance là, elle avait pris le contrôle de notre cerveau, puis elle nous faisait croire qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire qui avaient de l'air d'avoir de l'allure, mais qui en avaient pas en tout. Puis non seulement il y en avait pas, c'est des choses des fois qui vont complètement à l'encontre de nos valeurs fondamentales qu'on a perdues de vue parce qu'on souffre trop. Monsieur Dufour, votre livre s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». Est-ce que la société nous donne le droit d'être malheureux? Je dirais non. Tout simplement, non, parce que il faut qu'on performe. La recherche du bonheur, c'est tellement... il s'en vend des livres de psychopop, là. Ah oui, ça c'est sûr. Ça rentre en palette, là. Je veux dire, le monde, ils veulent être heureux, ils veulent la clé du bonheur, mais cette espèce de désir-là, de tout le temps bien aller, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Les émotions douloureuses, là, elles font partie de la vie. Rire quand c'est drôle, c'est comme pleurer quand c'est triste. Je veux dire, c'est deux émotions qui ont le droit d'exister, que quand elles sont exprimées dans un groupe, favorisent la cohésion sociale. Si on est ensemble, on vit quelque chose de difficile, on peut pleurer. Et, je veux dire, c'est sur le modèle de base de l'être humain. On n'a pas à avoir honte de ça. Puis cette pression-là, pour être heureux, pour être zen, pour performer, fait en sorte qu'on veut maintenir cette image-là, mais en arrière de tout ça, ça devient infiniment lourd. Et particulièrement, quand j'ai écrit mon livre, il faut que je vous le dise quand même, je pensais beaucoup aux hommes parce que
Se donner le droit d'être malheureux, là, des fois, c'est d'avoir mal. Oui, t'as mal, mais c'est douloureux, mais ça va pas te tuer. Puis si t'arrives à partager cette souffrance-là avec quelqu'un d'autre, si t'arrives à briser ton isolement, si t'arrives à mieux te comprendre, ben ça se peut qu'une situation qui semblait complètement sans issue à tes yeux, soudainement, il y a un peu d'ouverture et que tu te rends compte qu'il y a peut-être des moyens que tu n'avais pas envisagés. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui peut t'apporter quelque chose que tu n'avais pas pensé, qui va faire en sorte qu'il va avoir une suite à cette histoire-là. Puis tu arrives à un point de ta vie où ce que t'es plus en crise, tout ça est derrière toi, t'as fait des changements, t'as appris à te connaître, puis tu te dis, hey, moi je l'ai vu, là, le gars qui revient là, après 10 ans, il a été consulté, il revient me montrer des photos du chalet qu'il a construit en Gaspésie, de ses enfants, puis qui se dit, hey, dire que j'aurais passé à côté de tout ça. Mais quand ils ont mal, ils le voient pas, ils sont submergés. En étant avec quelqu'un d'autre, là, déjà, là, c'est apaisant d'avoir une personne qui t'écoute, qui t'entend, qui te voit dans ta souffrance, qui met des mots. Juste ça, ça suscite un peu d'espoir. En terminant, vous qui êtes apaisant à vous écouter ça. Oui, absolument. Non, c'est clair, c'est vraiment non, mais c'est important. Je pense que c'est important, Marc-André Dufour, ce qu'on fait présentement. Puis en terminant, justement, là, vous diriez quoi là aux gars, aux papas qui nous écoutent peut-être présentement, qui filent un mauvais coton, qui sont dans une mauvaise passe, là? Ben, dans le fond, premièrement, je regarderai avec lui qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Je le ferai parler, j'aimerais ça savoir. Mais je lui dirais qu'il est dans une situation qui est envahi par la douleur. Il a l'impression que son monde s'effondre, que les rêves auxquels il croyait depuis longtemps, tout ça tombe autour de lui. Mais il faut le nommer. Tu sais, quand on fait ça, là, plutôt que de dire, ben voyons donc, t'es bon, t'es fort, tu vas voir, ça va bien aller. Quand tu dis ça, là, non, c'est pas ça. T'as mal, on le nomme que t'as mal. Mais je regarderai avec lui, c'était quoi ces rêves-là? Quel genre de gars qui était avant lui, avant tout ça? Puis souvent, le gars qui va me présenter, là, a rien à voir avec le gars qu'il est aujourd'hui. Il est plus lui-même. Donc, les actions qu'il pourrait poser, alors qu'il est complètement envahi par la souffrance, qui est plus lui-même, ne lui ressemblent pas. Fait que, il est mieux de prendre un break. Il y a des ressources qui existent. Il est mieux d'aller au centre de crise, d'appeler au centre de prévention du suicide, à la limite de se présenter direct à l'hôpital, de se faire mettre ses blocs, là, comme une voiture, là. OK, on rentre au garage, là, ça marche plus. Puis, on prend le temps pour reprendre contact avec ces valeurs profondes-là, avec des valeurs profondes qui agissent souvent comme une boussole pour faire en sorte que nos actions nous ressemblent et qu'on n'aille pas commettre des gestes irréversibles, irréparables, qui vont carrément à l'encontre de ce qu'on veut dans la vie. Marc-André Dufour, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes également auteur du livre « Se donner le droit d'être malheureux ». Merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. C'était merci fascinant. pour l'opportunité. J'apprécie, puis j'espère qu'il y a des auditeurs là, qui se sentent interpellés. Oui, au plaisir, sûrement. M. Dufour. OK, au revoir. Marc-André Dufour, psychologue et auteur, qui nous parlait un peu de... J'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'était limpide, c'était clair, c'était bien expliqué. Il m'a aussi envoyé via Facebook quelques ressources. Là, je vais prendre le temps de les nommer quand même parce qu'il existe des ressources. Les ressources existent. On a dit il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à parler le langage émotionnel. Les gars, on a peut-être de la misère avec ça. Et donc, les ressources, vous avez la ligne québécoise de la prévention du suicide, le 1-866-APPEL, le Centre de crise de Québec, 418-688-4240. Vous avez la ligne parent au 1-800-361-5085. Vous avez Autonomie également, 418-648-6480 et Info Sociale au 81. Donc, les ressources existent. Faut juste apprendre à les utiliser. Puis comprendre que aller chercher de l'aide, de consulter, c'est pas une faiblesse, c'est une force.